Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc, comme Estelle l'a dit, je vais vous parler de Domain Driven Design. Hélas, peut-être pas tellement de code, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour bien rentrer dedans et éviter les différents pièges dans lesquels moi j'ai marché quand je me suis lancé dans le Domain Driven Design. Donc, pour parler de DDD, il va nous falloir avant tout un domaine. Et donc ici, on va suivre un projet du Baltimore Gun Club. Donc c'est un club qui a été fondé pendant la guerre de sécession par les meilleurs artilleurs et les meilleurs balisticiens de leur génération, dans l'objectif noble de construire des canons toujours plus gros et toujours plus meurtriers. Donc, hélas pour eux, en 1865 arrive une paix inféconde, et ils sont laissés complètement désœuvrés, avec plus personne sur qui tirer. Il leur faut un nouvel objectif, une nouvelle cible, et donc ils décident de viser la Lune, littéralement. Ils font équipe avec des astronomes et décident de construire un canon qui va être capable d'envoyer un projectile jusqu'à la Lune. Par chance, l'artillerie qui existait déjà et donc les besoins de calcul balistique complexes ont déjà donné naissance à des ordinateurs un peu steampunk comme cela. Et donc vous faites partie d'une team d'artisans logiciels qui a été sélectionnée pour construire un simulateur qui va leur permettre de réussir cet exploit. Le simulateur doit permettre aux balisticiens, aux artilleurs et aux astronomes de trouver le bon moment pour tirer et le bon design de canon pour pouvoir atteindre la Lune. C'est une tâche à la complexité qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent, et donc vous choisissez d'appliquer du Domain Driven Design pour la garder sous contrôle. Je vais vous guider sur ce chemin. Je m'appelle Josian Chevalier, je suis artisan logiciel à Chaudot. C'est une ESN à Paris et à Nantes qui est spécialisée dans le software craftsmanship et dans le Domain Driven Design, et qui vise à redonner du sens au salariat en intégrant quelques-uns des avantages qu'on peut avoir en freelance. Vous l'avez deviné, le Baltimore Gun Club n'a pas existé, les ordinateurs steampunk non plus. Mais cette simulation, c'est le domaine qu'on va explorer aujourd'hui pour essayer de comprendre comment on va se lancer dans le Domain Driven Design. Donc, avant d'implémenter notre simulateur, on va commencer par explorer un peu les différents éléments et les composants principaux de DDD. Déjà, qu'est-ce que le Domain Driven Design? C'est ni un framework, ni une technique de code. C'est une philosophie qui est supportée par une boîte à outils. On a un ensemble de patterns qui vont chacun être adaptés à une situation précise pour pouvoir implémenter cette philosophie. La finalité de DDD, c'est de créer des modèles explicites et utiles qui vont répondre à des problématiques métiers. Un modèle, c'est une abstraction de la connaissance métier qu'on retrouve au cœur de tous les logiciels. Tous les systèmes informatiques ont un modèle à leur cœur, que ce soit explicite ou non. Et si ce n'est pas explicite, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement avec quelle connaissance on est en train de traiter. Ça va nous permettre de maintenir nos efforts techniques focalisés sur les besoins métiers. Pour ça, on a deux grands sets de techniques. Les patterns tactiques et les patterns stratégiques. C'est une terminologie qui vient du militaire à la base. Donc dans le militaire, la stratégie, c'est ce qui va nous permettre de définir l'objectif. La tactique, c'est comment on va atteindre cet objectif. On reprend cette métaphore dans le développement logiciel. La stratégie, ça va être la conception à grande échelle. C'est ce qui va nous permettre de comprendre quels sont les problèmes auxquels on veut répondre. À quels endroits on va dépenser nos efforts, à quels endroits on va dépenser nos ressources. La tactique est beaucoup plus proche du code. La tactique, vraiment, ça va être l'implémentation des décisions qu'on a prises à l'étape de stratégie. Tous les buzzwords que vous entendez en DDD, les agrégats, les value objects, les entités, les architectures hexagonales, les domain events, etc., tout ça, c'est de la tactique. Et en général, quand on rentre dans des DD, on rentre par la tactique. Tout simplement parce qu'on vient parce qu'on a des pains, on a des problèmes dans le code. Donc on cherche à les résoudre avec des solutions dans le code aussi. Sauf que le problème, c'est qu'on a bien un aspect clean code au DDD, qui est dans le tactique, mais pas seulement. Sun Tzu nous dit, la stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. La tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite.
J'ai un pote qui bosse dans la com qui m'a dit tu fais une présentation, t'as pas cité Sun Tzu, t'as raté ta presse. Du coup, je me suis senti un peu obligé de caler ça. Et il s'avère que ça marche super bien pour convaincre vos managers, les CTO, etc. pour vous laisser faire du design à grande échelle. Donc au risque de décevoir ceux qui, comme Estelle, étaient venus pour parler de tactique et voir comment on implémente en agrégat dans des technologies précises, je vais plutôt vous expliquer pourquoi est-ce que la stratégie ici va vous permettre de bien cibler les bons combats que vous allez mener et de dépenser vos ressources aux bons endroits. Donc le design stratégique, c'est vraiment le quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel contexte on le fait. Les patterns tactiques, c'est le comment. Quels outils on va utiliser. Si vous voulez comprendre le comment, il va d'abord falloir comprendre le quoi. Sinon, vous allez vous casser les dents sur les patterns tactiques, comme je l'ai fait avant. On aime bien parler de software craftsmanship, d'artisanat logiciel. Mais imaginez une seconde que les artisans se comportent comme nous vis-à-vis de leur travail. Est-ce qu'on voit un artisan qui utilise un marteau et des clous parce que c'est fun ou parce que c'est hype? A priori, non. Il va l'utiliser parce qu'il a des besoins précis, il va avoir besoin d'un type de fixation, il a des contraintes, et c'est l'outil le plus adapté. Il comprend ce qu'il cherche à faire, et c'est parce qu'il comprend ça qu'il sait quel outil utiliser. C'est pareil pour nous. On doit comprendre qu'est-ce qu'on cherche à implémenter, quels sont les problèmes auxquels on veut répondre avant de trouver des solutions et d'essayer de les mettre en œuvre. À mes yeux, le design stratégique, c'est la bonne manière de rentrer dans le DDD, c'est la manière facile. Vous allez avoir un retour sur investissement rapide et qui fonctionne bien globalement, et vous allez éviter de vous perdre dans tout le bruit que vous pouvez avoir autour. Donc maintenant qu'on comprend bien tout ça, on va commencer par implémenter un peu notre simulation et découvrir un peu la puissance du langage. Donc là, on a un ensemble de phrases qu'on va retrouver en discutant avec les experts métiers, en lisant les specs, en lisant des différents tickets. Donc ça nous dit, la poudre à canon relâche un gaz qui se dilate, projetant le projectile hors du canon. Lorsqu'il est enflammé, le combustible placé dans la chambre va éjecter le boulet posé au-dessus. L'effet des explosifs sur l'obus dépend de sa forme. Là, on a plein de mots pour représenter des concepts qui semblent être les mêmes à plusieurs endroits. C'est problématique parce qu'on va utiliser des mots qui ne veulent pas dire la même chose de manière complètement interchangeable. De la poudre à canon et du combustible, ce n'est pas 100% la même chose. On a plusieurs types de combustible. Donc là, on va regarder un petit peu l'effet que ce type de spec peut avoir sur notre code. Je suis désolé, c'est la seule fois où je vais vous montrer du code. Si vous étiez venu pour ça, c'est un peu dommage. Donc, on a une fonction ici qui va nous permettre de calculer un petit peu la quantité de gaz qui est émis par la poudre à canon quand elle est brûlée, par une quantité donnée de poudre à canon. Et on a une fonction qui est là pour mettre le feu aux poudres, littéralement. Un développeur qui n'a pas une bonne connaissance du projet, qui arrive à ce stade, qui voit ce type de code, il peut se demander de manière complètement légitime comment est-ce que je récupère la quantité de poudre à canon à partir du combustible. C'est un sous-set du combustible. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'a pas plusieurs types de combustible à l'intérieur, de la poudre à canon, mais aussi autre chose, et qui va devoir calculer un peu, trouver un moyen de le sortir. Donc ça, c'est un exemple un peu rapide, où a priori, il va juste venir nous voir, on va clarifier la mécompréhension rapidement, mais au final, c'est de la charge cognitive qu'on rajoute sur le développeur à chaque fois qu'il va lire le code, parce qu'on a du mal à savoir exactement avec quoi on traite. On a ce qu'on appelle ici des duplicate concepts. C'est quand on a plusieurs termes qui vont vraiment désigner un seul concept. Donc on reprend nos phrases et on va essayer de les identifier. On utilise donc de manière interchangeable poudre à canon, combustible, explosif. Projectile, boulet, obus. Et peut-être contre-intuitivement, canon et chambre, ça va désigner des choses différentes. Avant de choisir un mot unique qu'on va garder à chaque fois, on va devoir en discuter avec les experts métiers. Et c'est là où on va avoir quelque chose d'intéressant qui va remonter. Parce qu'une question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est pourquoi est-ce qu'on va utiliser le mot combustible alors qu'on parle de poudre à canon? Si on utilise de la poudre à canon à chaque fois, autant être plus précis, utiliser le mot poudre à canon. Et en fait, non. Potentiellement, dans des étapes futures de notre simulation, on va essayer d'autres types de combustibles. Donc, on va éviter de coupler notre implémentation trop fort au concept de poudre à canon,
parce qu'on aura su rendre l'implicite explicite. C'est ce qu'on veut vraiment chercher à faire. C'est la même pour canon et chambre. On peut ne pas comprendre exactement la différence entre les deux, d'identifier que ce ne sont pas des dupliqués de concept, de parler de cette différence, on va expliciter vraiment cette différence implicite. Donc là, on voit les mots qu'on a choisis avec les experts du métier. Donc pour l'ensemble du canon, on parle d'un colombiade, parce qu'en fait c'est ce type de canon précisément. Quand on parle de canon, en réalité, on désigne vraiment le trou à l'intérieur dans lequel on vient mettre le projectile. Et on a la chambre dans laquelle on vient accumuler du combustible qui ira projeter le projectile à l'extérieur. Notre schéma qu'on a ici, c'est l'abstraction de la connaissance métier qu'on a. Notre langage est devenu notre modèle. Ces termes-là, on doit les retrouver partout. Dans les discussions, dans les schémas et surtout dans le code. Donc vu que c'est des termes qu'on va retrouver partout, c'est un langage qu'on va qualifier d'ubiquitaire. Et dernièrement, un truc intéressant à remarquer, c'est qu'on ne va pas construire un canon avec ce schéma. Ce n'est pas suffisamment précis. Mais on s'en fiche, parce que le problème qu'on a ici, c'est de calculer la vitesse initiale de notre projectile en sortie du canon en fonction de la quantité de combustible. On ne se préoccupe pas des détails du design d'un canon. Donc, avoir quelque chose de précis, c'est long, c'est complexe à mettre en place, c'est difficile à maintenir. Avoir quelque chose de simple, c'est suffisant, c'est utile. Enfin, avoir quelque chose d'utile, c'est simple et c'est pragmatique. C'est surtout ça qu'on va chercher à avoir. Donc une fois qu'on a défini notre modèle, ce qu'on veut avoir maintenant, c'est une isolation entre le code qui va implémenter la logique métier et le code technique. On veut se préserver de toute la complexité technique qui va venir nous polluer et en fait avoir un code qui ne contiendra vraiment que la complexité inhérente à nos problématiques métiers. Là, on va commencer à utiliser des patterns tactiques. On va parler d'architecture hexagonale, de layering, etc., etc. Peu importe lesquels, parce qu'à chaque fois qu'on va se lancer dans le tactique là-dessus, la quasi-totalité des développeurs que j'ai vus se lancer dans le DDD ont eu ce problème. Est-ce que le code que je suis en train d'écrire appartient à la logique métier? Là, on voit un code qui nous permet de déplacer un objet à des coordonnées précises dans l'espace 3D de notre simulateur. Ce n'est pas exactement lié à une technologie particulière, parce que c'est nous qui sommes en train de développer ce simulateur en question. Donc si on va lire l'explication textbook de nos patterns tactiques, on va lire un petit peu l'architecture hexagonale, comment je dois l'implémenter, ça va nous dire qu'on doit isoler le code lié à des technologies précises, qu'on doit garder le code qu'on produit nous pour apporter de la valeur. On est en train de construire un simulateur. C'est de la valeur qu'on apporte. Donc on va être tenté de se dire, ce code que je suis en train de créer là, eh ben c'est de la logique métier. Et en fait, ce qu'on a échoué à comprendre quand on fait ça, c'est que là où notre langage est devenu notre modèle à son tour devient notre langage. Quand le modèle évolue, le langage change aussi. Ici, on a laissé des éléments de l'espace 3D de notre simulateur à l'intérieur de notre modèle. Il a été contaminé par des éléments qui, a priori, ne sont pas nécessairement la complexité inhérente à envoyer un projectile sur la Lune. Donc les développeurs vont arriver, ils vont commencer à parler un petit peu justement en utilisant ce vocabulaire-là, ils vont parler de coordonnées, ils vont dire on va mettre le projectile à la position 50, 650, 50. À force de discuter avec des experts du domaine, eux-mêmes vont commencer à utiliser le même langage. Puis un jour, vous allez arriver et entendre un artilleur dire bon, mets-moi le projectile aux coordonnées 50, 650, 50, au lieu de juste dire descends le projectile dans le canon. Là, vous savez qu'a priori, vous avez fait une grosse erreur. Donc, tous les éléments techniques qui vont venir contaminer votre modèle, éventuellement, vont terminer dans le langage. Et vu que c'est une feedback loop, le modèle devient le langage, qui à son tour devient le modèle, qui redevient le langage, etc., ça va s'ancrer plus profondément et éventuellement, ça va venir perturber les opérations. Quand vous entendez des PO qui vous parlent de bases de données, de cron job, etc., des gens qui sont censés travailler sur de l'opérationnel et qui sont en train de se poser des questions techniques de comment ça va être implémenté, vous savez que vous avez terminé par contaminer l'opérationnel avec de la technique. Parce que vous n'avez pas réussi à correctement isoler la logique métier.
pour éviter ce type de problème, ce qu'il faut comprendre quand on traite avec du langage ubiquitaire, c'est que contrairement à ce qu'on croit généralement, il ne s'agit pas de créer un glossaire et c'est terminé. Un langage ubiquitaire, on veut définir des phrases entières. On veut définir vraiment un ensemble de phrases qui vont être valides et qui vont être justes dans notre modèle. Ici, on définit avec nos domaines experts la phrase suivante. Donc, nous entassons le combustible dans la chambre du Columbiad, descendons le projectile dans le canon, puis enflammons le combustible. Quand on va implémenter cette feature, ce qu'on veut voir dans la couche métier, c'est le code qui reflète cette phrase, toute cette phrase, uniquement cette phrase. On ne voit pas ici de coordonnées d'espace 3D. Donc ça a beau être une forme de logique métier, ce n'est pas la logique métier qui nous intéresse. On la vire de notre couche de modèle. C'est vraiment notre capacité à avoir un langage clair qui va nous aider à avoir un modèle clair et qui va nous aider à avoir donc des modules cohésifs, correctement délimités, et à savoir, quand on va appliquer ces patterns tactiques, qu'est-ce qui va à quel endroit. Donc maintenant qu'on comprend bien le langage, on va pouvoir s'intéresser un petit peu aux pratiques qui nous permettent de mieux comprendre le domaine. Ici donc, on a des spécifications qui nous sont données, déjà par un artilleur. Il nous dit, la cible se déplace à la vitesse de 2300 milles par heure. La simulation prend fin lorsqu'elle est atteinte. De son côté, on a un astronome qui nous dit, la cible est atteinte lorsque le projectile a une accélération de 0 mètres par seconde par seconde. On va implémenter ça. C'est assez clair pour nous. Au bout d'un mois, un petit peu dans le tunnel ou à remonter quelque chose, on commence à faire une démo. On voit notre projectile qui quitte le canon, qui fend les cieux, qui s'envole vers la Lune, et la démo s'arrête. Donc là, on n'a jamais été atteint de la Lune. Donc forcément, les experts du métier, ils sont un petit peu énervés. Les PO en général, tout le monde est pas très content contre les développeurs. Nous, on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal, a priori, on a juste implémenté les spécifications. Et donc, avant que ça parte en pugilat, le mieux quand même, c'est qu'on essaie de se réunir un peu et de commencer à comprendre ce qui a pu se passer. Un très bon atelier pour ça, c'est l'event storming. Donc l'event storming, c'est un format d'atelier créé par Alberto Brandolini qui nous permet d'explorer et cartographier des domaines complexes. Ce n'est pas en soi vraiment un élément de DDD. Quand vous lisez le Blue Book, la Bible de DDD, etc., vous n'allez pas retrouver l'event storming. C'est juste que c'est un outil qui marche extrêmement bien pour faire du design stratégique. C'est un workshop très long où on va essayer d'explorer l'ensemble du système en mettant un peu des post-it qui correspondent à nos différents événements. Et du coup, c'est un workshop aussi où on va essayer d'avoir toutes les parties prenantes. Parce que, en fait, par défaut, la connaissance est vraiment fragmentée entre les différents membres d'une équipe. Chaque domaine expert ne comprend pas l'ensemble des opérations, ne comprend pas tout ce qu'on essaie de faire. Souvent, on a les développeurs eux-mêmes qui vont avoir une partie de la connaissance opérationnelle. Régulièrement, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Dans cette partie du code un petit peu legacy, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe quand on va faire X ou Y ?» Tout le monde n'a pas en tête tout ce qui se passe, toute la connaissance. Ce type d'atelier donc va nous permettre de centraliser et partager cette connaissance pour qu'on reparte tous sur un pied d'égalité vis-à-vis de ça. Pourquoi on parle d'event storming? Je le disais, on met des post-it qui correspondent à des événements pour commencer. Et après, on explore et on étend à partir de là. Pourquoi des événements? Pourquoi pas de la structure de nos objets? Pourquoi pas la topologie un petit peu de notre système? Pourquoi pas des propriétés? Tout simplement parce que le domaine Driven Design, à la base, ça s'intéresse au processus, au comportement. Les événements, c'est un excellent symptôme du comportement. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on va faire, on va voir un peu le président du Gun Club et on lui dit « Mon petit gars, il va falloir que tu me sortes 15 artisans logiciels, des artilleurs, des astronomes, des balisticiens, et puis on va aller coller des post-it sur un mur pendant 3 jours. » Là, double erreur du joueur français. Déjà, vous ne lui avez pas parlé de Sun Tzu. Comment vous voulez qu'il vous prenne au sérieux? C'est mort. Ensuite, vous n'avez pas compris qu'un atelier comme ça coûte quand même assez cher. On est encore en 1865, le développement logiciel, c'est un métier jeune. On nous prend encore un petit peu juste pour des exécutants. Espérons que ça ne va pas trop durer. Mais bon, je promets rien. Donc vous faites jeter un peu comme des malpropres. Et on ne va pas rester quand même sur nos désemparements, on va aller compromettre
pour être tout de même capable de faire notre atelier. Donc sur quoi on va pouvoir compromettre? Déjà, on va faire des ateliers plus courts. Pour ça, on va avoir besoin de réduire la portée fonctionnelle de ce qu'on fait. Au lieu d'explorer l'ensemble de notre système, on va explorer une sous-partie. Ensuite, on va inviter moins de personnes pour que ça coûte aussi moins cher. Donc au lieu d'avoir l'ensemble de toutes les parties prenantes, on va avoir que les quelques domaines experts et quelques développeurs qui peuvent nous permettre de bien étudier la partie sur laquelle on s'est restreinte. Donc vraiment chercher les personnes les plus pertinentes. Et finalement, parce que même nos domaines experts peuvent être un petit peu réticents à l'idée de venir perdre complètement un après-midi avec des développeurs, on va devoir appliquer la technique ancienne et secrète de l'embuscade. Ça a l'air d'être du troll, mais quand je vous dis de les appâter avec à boire et à manger, c'est totalement vrai. Si vous voulez qu'ils restent tout l'après-midi, éviter qu'ils s'éclipsent à la première pause café et qu'ils participent, le mieux c'est de rester un petit peu quand même informel, d'avoir un format un peu plus convivial qui va permettre à tout le monde de rester dans de bonnes conditions. Donc de là, on amène tout le monde dans une pièce, on les rassemble autour d'un tableau noir. Chacun mange un petit peu, chacun prend son verre de brandy, parce qu'après tout on est encore à une époque civilisée, on ne va pas servir du soda. Bon, c'est en 1865, si vous faites ça en 2022, vous dites pas que c'est de moi, sauf si ça marche, là je prends le crédit. Et du coup, on a bien réduit ici le scope de ce qu'on va explorer, et on va s'intéresser uniquement à l'exécution de la simulation. On ne s'intéresse pas à ce qu'il y a en amont, à toute l'édition de scène, à où on va placer les objets, combien de poudre, comment, etc. On ne s'intéresse pas aux données qu'on va sortir à la fin, aux différents rapports et toutes ces choses-là. On veut juste voir ce qui s'exécute, et donc notre boulet qui va vers la Lune. Donc ce qui nous a posé problème, en fait, à notre démo. On rassemble tout le monde juste devant notre mur ou notre tableau noir. On commence à placer un petit peu nos post-it qui représentent des événements du métier. Combustible enflammé. Ok, c'est un événement métier. Gaz décompressé. Parfait. Le projectile a quitté l'atmosphère, projectile éjecté, projectile ralenti, cible atteinte, jusque-là tout est bon. Sélénite désintégrée. Là, perso, j'ai un peu du mal à comprendre. Donc, quand on a un post-it qui arrive comme ça et qu'on ne comprend pas très bien, on va essayer de discuter autour, d'expliciter encore une fois toutes les mécompréhensions qu'on peut avoir, et essayer de vraiment voir là où on a divergé. Donc déjà, on va voir l'artilleur un petit peu trop excité qui vient de poser ce post-it, et on lui demande c'est qui les sélénites? C'est les habitants de la Lune, d'accord? Quand est-ce qu'ils sont désintégrés? Quand on atteint la cible. Là, l'astronome n'est pas d'accord du tout, il nous dit bah non, dès qu'on atteint la cible, on descend vers la Lune. Donc on a identifié un petit peu quel était le post-it qui nous posait réellement souci. Il s'avère que c'était pas du tout les sélénites désintégrés, ou du moins, c'est pas celui qui est à la racine du souci, mais c'était bien cible atteinte. Cible atteinte pour notre artilleur, ça veut dire le projectile a atteint la Lune. Pour notre astronome, ça veut dire le projectile a atteint le point où l'attraction lunaire est plus forte que l'attraction terrestre. Avant de laisser revenir aux mains, on identifie le fait qu'on a un false cognate. Un mot qui désigne deux concepts potentiellement très différents. Ne pas identifier un false cognate à temps, c'est s'exposer à des bugs assez massifs. Dans notre cas, on n'a pas été capable de comprendre ce que voulait dire cible pour chacun des domaines experts. Et du coup, il nous manque une partie entière de notre logiciel, puisqu'on n'a pas toute la partie où le projectile redescend vers la Lune. Au-delà de ça, même si on est capable de le comprendre, si on a déjà clarifié le fait que cible pouvait vouloir dire l'un ou l'autre, quand on est dans le code et qu'on manipule une variable qui s'appelle cible, on n'a aucune idée de si on est en train de manipuler ce point d'équilibre ou si on est en train de manipuler la Lune. Ça peut même être pire que ça. Parce que là, ça veut dire qu'on a passé un mois à essayer d'implémenter une classe cible qui va à la fois représenter la Lune et à la fois représenter le point d'équilibre. On a forcé deux concepts dans un même concept de notre modèle, alors qu'ils n'ont rien à voir. On a fait des efforts pas possibles pour réconcilier des choses qui sont complètement différentes et qu'on n'aurait juste pas du tout dû rapprocher. Donc pour éviter ça, déjà, on va trouver les bons mots. Et en fait, quand on parle de cible, soit on parle de la Lune, soit on parle du point Lagrange, qui est ce point d'équilibre entre les
gravité de deux objets célestes. À ce stade, bon, si vous utilisez une variable qui s'appelle le point Lagrange et que vous le passez là où vous êtes censé donner la Lune, vous pouvez blâmer que vous. Donc on change notre post-it, on remplace par point Lagrange latin, et c'est un très bon moment aussi pour s'aligner un petit peu sur ce qu'on cherche à faire. Je le mentionnais, tous les experts métiers n'ont pas l'ensemble de la connaissance de tout ce qu'on va faire. Ils n'ont pas toujours non plus la vision de là où on veut aller. On n'est pas là pour désintégrer les sélénites, on n'est pas là pour aller tuer les habitants de la Lune. On veut atteindre la Lune pacifiquement, plus ou moins. Donc à ce stade déjà, juste là, on est capable de voir qu'on a pu vraiment mettre tout le monde d'accord sur ce qu'on cherche à faire, et surtout, on a pu supprimer quelques mécompréhensions qu'on avait. Je pense que tous les développeurs, on a dû à un moment ou à un autre réimplémenter potentiellement des jours de travail parce qu'on avait mal compris quelque chose. Ce type d'atelier, ça nous permet d'éviter ça. Ça nous permet en amont d'identifier tous les problèmes qu'on peut avoir, d'identifier vraiment qu'est-ce qu'on va chercher à faire à chaque étape, et donc de l'implémenter correctement avec la bonne vision. On avance un peu au travers, on rajoute un type de post-it, ici les commandes. On n'en a qu'une parce qu'on a vraiment une seule action qui va déclencher tout le processus, lancement de la simulation. Et on ne va pas aller plus loin parce que ça prendrait une présentation entière pour vous expliquer comment faire vraiment et comment mener à bien l'ensemble d'un event storming. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout la valeur qu'on a su en tirer. Donc on peut aller beaucoup plus loin avec plein de post-it vraiment différents, des couleurs un peu partout, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de voir que c'est une bonne idée d'en faire un. Donc avant de passer à autre chose, après l'avoir ordonné chronologiquement, on se rend compte un peu instinctivement ici qu'on a des clusters de tickets un peu. D'un côté, on a vraiment tout ce qui correspond au moment où le projectile doit quitter le Columbiad. Et de l'autre côté, tout ce qui correspond vraiment à l'étape où notre projectile est déjà en train de voler vers la Lune. On n'a pas nécessairement à ce stade la compréhension qui nous permet vraiment d'agir là-dessus. On voit qu'il y a quelque chose, on va le mettre de côté. Peut-être qu'on aura une meilleure compréhension plus tard, peut-être qu'on pourra vraiment rendre ça utile et agir vraiment vis-à-vis de ce qu'on est capable d'identifier ici. Et donc pour avoir cette compréhension, on va aller s'intéresser vraiment aux éléments principaux du design stratégique, les domaines et les bandits de contexte. Donc là, on a avancé dans notre implémentation. On a rajouté tout ce qui nous manquait, donc à savoir le moment où le projectile rentre dans l'attraction gravitationnelle de la Lune, enfin, du moins, est plutôt soumis à l'attraction gravitationnelle de la Lune, où il accélère vers elle, etc. Et ça fait quand même beaucoup de calculs physiques, l'air de rien. Parce qu'en fait, on a deux endroits où on va avoir des contraintes très différentes. Et réussir à avoir un modèle qui fonctionne pour toutes les étapes de notre simulation, c'est particulièrement complexe, particulièrement difficile à mettre en œuvre. Déjà, on a d'un côté la première étape où notre projectile doit quitter le canon du Columbiad. On s'intéresse donc à la quantité, au volume de gaz qui va se dilater, à la pression que ça va créer, et du coup à la résistance de l'air qu'on va rencontrer de l'autre côté, et au frottement contre la paroi du canon. Ça va nous donner la vitesse initiale à laquelle le projectile quitte le Columbiad. Plus tard, quand notre projectile a déjà quitté l'atmosphère terrestre et qu'il est en train de partir vers la Lune, on ne s'intéresse plus du tout à ces éléments-là. Avant, il nous fallait la masse, il nous fallait le diamètre, le matériau, la forme de notre projectile, parce que c'est ça qui allait déterminer les contraintes qui s'exécutaient sur lui. Maintenant, les contraintes qui s'appliquent à notre projectile, c'est l'attraction gravitationnelle terrestre et lunaire. Donc, quand on veut continuer à calculer sa vitesse en temps réel, ou du moins à chaque étape de son trajet, il faut qu'on s'intéresse à sa vitesse, à sa masse et à sa position. Et c'est ça qui va nous donner vraiment l'accélération qu'en résulte. Ça fait énormément de calculs qui s'exécutent à chaque instant quand on veut prendre en compte vraiment les deux moments de notre modèle. On est obligé de développer une compréhension de la physique qui devient vraiment étendue. Ça a une très forte complexité. C'est difficile à mettre en œuvre dans le code. Et en plus, on a des ordinateurs à vapeur, ça ne tourne pas très vite. Alors il faut quand même qu'on trouve quelques techniques un peu pour pouvoir exécuter toutes ces opérations en même temps. Et là, en fait, quand on regarde ça, on voit quand même assez clairement qu'on a deux problèmes distincts.
Donc si on reprend le résultat de notre workshop un peu plus tôt, on comprend un petit peu mieux ce que ça voulait dire en fait d'avoir des clusters différents de tickets. On était à des étapes différentes du processus métier et de ce qui s'exécute. Donc là, on acte cette idée qu'on a vraiment deux problématiques différentes. Le calcul de la vitesse initiale et les calculs balistiques. Ça ne sert à rien d'avoir une très bonne solution qui marche pour tous les problèmes. Mieux vaut avoir des solutions qui sont ciblées et qui vont correctement répondre à chaque problème. Donc là, à ce stade, on a quand même passé pas mal de temps à implémenter de la physique. C'était long. On est très fiers du modèle qu'on a trouvé. On est très fiers des problématiques techniques qu'on a réussi à résoudre. On a mis en place des petits design patterns un peu sympas, on a mis en place vraiment des petits hacks du langage, etc. pour que ça s'exécute vite. On n'a clairement pas envie de jeter notre modèle. Et ça, en fait, c'est tout simplement l'erreur des coûts irrécupérables. Sunk cost fallacy en anglais. C'est de se dire, bah, j'ai déjà dépensé un mois dessus, autant que ce soit rentable. Bah non, ça ne sera jamais rentable. Parce qu'on ne veut pas un modèle qui soit juste. On n'a aucun modèle qui jamais n'est juste. On n'a que des modèles qui sont utiles. Les contraintes ont changé, le contexte a changé, notre modèle survit à son utilité. On veut absolument éviter ça. Donc on agit et on le sépare en deux. Pour comprendre comment on peut aller le séparer en deux, on va aller cartographier les différentes problématiques qu'on a et les différentes solutions qu'on y apporte. Donc je parle de domaine depuis tout à l'heure, parce que domaine driven design, et j'ai toujours pas expliqué ce que c'était. Le domaine, c'est tout simplement ce que fait une organisation et comment elle le fait. Tous les processus opérationnels qui vont venir répondre à ces problèmes. Dans un domaine, on a des sous-espaces limités. On appelle ça des sous-domaines. Ici, on a identifié une première problématique, un premier sous-domaine, qui est le calcul de vitesse initiale. On en a identifié un deuxième, qui est le calcul balistique. De là, on vient placer sur notre carte les modèles qu'on a, les systèmes qui existent et qui répondent à ces différentes problématiques. On l'a dit, on veut diviser notre simulateur en deux modèles distincts, mais ce n'est pas encore fait. Donc plutôt que de montrer ce qu'on aimerait avoir, on cartographie le terrain. Ce type de carte, en fait, c'est ce qui va nous guider quand on va faire du refactoring. C'est ce qui va nous permettre de comprendre où on est et où on va. Donc si on cartographie ce qu'on souhaiterait avoir, très vite on va avoir des grosses divergences, et ça nous aidera tout simplement plus du tout. Donc, maintenant qu'on sait où on en est et où on veut aller, on se remet au travail, on va refactorer un peu, et donc là on a fait émerger deux sous-systèmes. Un sous-système dédié au calcul de vitesse initiale, un sous-système dédié au calcul balistique. Chacun avec un modèle adapté pour répondre aux problématiques qu'on avait plus haut. Quand on parle de sous-système, ce n'est pas nécessairement un microservice, ce n'est pas nécessairement un nouveau logiciel complètement, ça peut être juste un module dans un monolithe modulaire. Il n'y a aucun souci à avoir le même code qui est juste un peu divisé. Il faut juste qu'on soit capable de placer des frontières et de l'encapsulation. Parce que, au fond, ces frontières, c'est tout simplement les limites de la validité d'un modèle. On parle de bounded context. Donc là, on a trois bounded context. Le contexte de calcul de vitesse initiale, le contexte balistique et notre bounded context legacy, qui est déjà devenu legacy, ce qui est un peu dommage, mais c'est la vérité. D'avoir placé tout ça, ça nous permet aussi de suivre l'état de notre factoring. On voit que le simulateur, déjà, a un petit peu réduit de taille. Donc on peut suivre globalement ce qui est en train de se passer, à où on en est et dans quelle étape et à quelle problématique il continue de répondre. Donc, c'est une limite de validité d'un modèle. Je le mentionnais, le modèle, c'est le langage. C'est fondamentalement lié, c'est la même chose. Donc, avant tout, un bounded context, c'est une frontière linguistique. Une phrase qui est vraie dans le contexte balistique ne sera pas nécessairement vraie dans le contexte de calcul de vitesse initiale. Donc, ces bounded context, c'est nos systèmes, c'est nos modèles, ce sont des solutions. A l'inverse, les sous-modèles, c'est des problèmes. On parle vraiment d'espace de solutions et d'espace des problèmes. Un problème n'a jamais une seule solution. Donc quand on regarde notre carte,
il faut avant tout comprendre que c'est un découpage arbitraire. C'est un découpage qui est utile, qui a fonctionné pour nous. Ce n'est pas une vérité absolue. Il ne faut jamais avoir peur de remettre en question ce qu'on a fait et d'itérer sur des choix stratégiques. Donc de là, on est content. On a été capable vraiment de limiter nos modèles. On va pouvoir avancer dans notre factoring, rajouter des features. A priori, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Sauf peut-être l'édition de scène. Toute la partie où on vient éditer en fait ce qui va se passer avant l'exécution de la simulation. Et on vient placer, donc, on en avait parlé, tous nos éléments dans l'espace 3D, aux bonnes coordonnées. Et c'est quand même assez complexe. Je l'ai mentionné, c'est un type de logique métier. Là, on n'a pas voulu le mettre dans un modèle, donc il est éclaté, complètement dispersé entre 3 bandits de contexte différents. On veut faire un changement d'UX, on va toucher 3 sous-systèmes. Il y a des bugs partout, tout le temps à cause de ça, alors que pourtant ce n'est pas nécessairement ce qui nous intéresse le plus. Et ça va nous forcer un couplage beaucoup trop fort entre les différents contextes, parce qu'il faut encore quand même que l'interface puisse communiquer avec tout ça. Tout simplement, il faut identifier qu'on a une autre problématique, qui est la problématique d'édition de scène. Et donc, problématique, nouvelle solution. On vient créer un bandit de contexte d'éditeur de scène. Vous remarquerez qu'on a aussi sorti une petite partie du simulateur, parce qu'il y en avait encore dessus, qui continue de réduire. Et qui, a priori, à ce stade-là, ne s'occupe plus vraiment que de la balistique, du calcul balistique. Cela dit, il y a quand même une différence entre ce sous-domaine, ce bandit de contexte qu'on vient d'extraire, et les 2 sous-domaines avec leur bandit de contexte qu'on avait déjà défini plus haut. Ils sont quand même beaucoup plus importants. Il y a une raison pour laquelle on ne l'avait pas identifié initialement comme faisant partie de la logique métier. Il ne s'adresse pas à notre problème. C'est parce qu'on parle de core domain. Les core domains, c'est tout simplement les sous-domaines les plus importants. C'est là où réside en gros la valeur de notre système. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à atteindre la Lune avec un projectile. Ce n'est pas l'interface graphique, a priori, qui est le plus critique. Ce n'est pas l'édition de scène, c'est vraiment les calculs qu'on sort. Donc, l'édition de scène, c'est un supporting subdomain, un sous-domaine de support. C'est un sous-domaine tout simplement qui est non critique. Le cœur domaine, c'est le gros de la valeur ajoutée. Dépensez vos efforts ici. Et si vous voulez justement éviter de vous tromper de combat et dépenser vos efforts sur les mauvaises choses, quand vous venez appliquer justement vos patterns tactiques sur les corps domaines, quand vous venez y mettre tous vos efforts, il faut éviter de se disperser et de passer trop de temps à essayer de répondre à des problématiques qui sont relativement annexes. Donc, nos corps domaines, ils doivent être aussi petits, aussi gérables que possible. On va les épurer de tout ce qui n'est pas le cœur de la valeur de notre logiciel. Ici, on en a parlé, on a viré tout ce qui correspond à l'édition de la scène. Le fait de les garder petits, de les garder gérables, c'est ce qui va nous permettre en fait, de continuer d'itérer dessus, de les refactorer régulièrement, d'avoir quelque chose qui est le plus utile possible, le plus adapté à nos besoins. Et c'est ce processus de refactor constant qu'on va appliquer dessus qui va nous permettre d'approfondir notre connaissance. Et plus on va refactor, plus le design sera souple, plus ça sera simple de continuer de le refactor, de l'améliorer et de continuer à approfondir nos connaissances dessus. Par opposition, les supporting subdomains, franchement, on s'en fiche un peu. Identifier la différence entre les deux, ça nous permet d'éviter ce qu'on appelle le responsibility trap. C'est cette croyance que tout notre système doit être bien conçu. C'est faux. Nos core domains doivent être bien conçus, nos supporting subdomains, franchement, c'est pas très grave. Ici, quand vous allez commencer à venir appliquer vos patterns tactiques, vos architectures hexagonales, vos layering, toutes ces choses un peu fancy, un petit peu intéressantes, où vous voulez isoler très bien votre logique métier, ça, vous allez le mettre dans le cœur. L'éditeur de scène, franchement, Postgres-REST, on fait du CRUD et voilà, on s'en fout. C'est généralement pas très intéressant. Donc de là, on le mentionnait, il faut quand même essayer de continuer à enlever toutes les problématiques annexes. Un bon exemple, les dates. On ne va pas passer 3 semaines à définir des dates qui marchent bien, avec des time zones qui marchent bien, etc., etc., alors que même en 1865, on a déjà des très bonnes librairies pour le faire. Donc, c'est un sous-type de sous-domaine de support particulier. C'est des sous-domaines génériques.
L'intérêt de les identifier comme tels, c'est juste que c'est les endroits où on va pouvoir utiliser une solution existante. A priori, on ne fait rien de particulier avec des dates, on utilise n'importe quelle librairie. En l'occurrence, ce n'est pas toujours très utile de les différencier très bien des sous-domaines de support, parce que globalement, la seule différence vraiment, c'est est-ce qu'on va devoir faire quelques développements personnalisés ou pas. On commence à avoir une vision globale. Il ne nous manque plus que juste à bien comprendre tous les problèmes qu'on a, toutes les solutions qu'on y apporte. On vient mapper aussi les systèmes externes. On a l'observatoire de Cambridge qui est suffisamment aimable pour nous fournir une API au travers du télégraphe pour aller tracer les mouvements de la Lune. C'est là-dessus qu'on s'est branché, on ne l'a pas réimplémenté nous-mêmes. Il faut qu'on puisse garder la trace de ça. Il faut qu'on sache que pour la problématique du traquage de la Lune, du suivi de la Lune, on utilise juste l'API de l'observatoire de Cambridge. Donc là, on commence à avoir un petit peu une vision globale de notre système. Mais il nous manque une chose. On n'a aucune idée de comment ils vont interagir. L'intérêt de formaliser les relations intercontextes, c'est avant tout de comprendre qu'elles ont un impact profond sur l'implémentation, parce que le code va être vraiment affecté sur la manière dont elles communiquent. Vos modèles, potentiellement, vont être affectés, parce qu'ils vont devoir s'adapter au modèle qu'il y a autour d'eux, d'une manière ou d'une autre, au processus qu'il y a autour d'eux. Et le deuxième impact, c'est l'impact humain, c'est l'impact des interactions entre les équipes. Il faut savoir avec qui vous allez devoir parler, avec qui vous allez devoir échanger, avec qui vous allez devoir travailler au quotidien. Je ne vais pas vous montrer toutes les relations qu'on a dans le DDD ici, ça n'aurait pas un très grand intérêt. L'idée, c'est de voir quelques-unes d'entre elles et de voir comment les formaliser nous permet de mieux mettre sous contrôle les problématiques qu'on a. Donc on commence un peu par séparer vraiment nos contextes de vitesse initiale et de balistique. C'est la première chose qu'on a fait et on ne s'est pas amusé immédiatement à couper la poire en deux, à mettre des termes d'un côté, des concepts d'un côté de l'autre, à diviser la base de données en deux, etc. On a encore un certain nombre de choses qui sont partagées. Que ce soit du code, que ce soit du code du métier, du code technique, ou même des composants techniques. Tout ça, tout ce qui est partagé, c'est dans le shared kernel. Donc les bases de données, aussi potentiellement des entités qui sont partagées des deux côtés, etc. On ne modifie jamais le shared kernel pour les besoins d'un contexte sans avoir d'abord vérifié qu'on ne vient pas casser l'autre. On a un couplage très fort. Alors c'est simple à mettre en place, c'est pratique. Parce que du coup, on met une interface au milieu, on fait des appels directs, ça fonctionne très bien. Par contre, c'est compliqué de s'assurer qu'on ne vient pas casser l'autre dans des contextes. Il faut avoir une bonne intégration continue. Et si vous avez plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs contextes qui ont un shared kernel, ça devient assez rapidement difficile. Donc, au fur et à mesure que nos modèles vont vraiment diverger, que les équipes vont grossir, on va changer de type de relation, on va partir vers un partenariat, un partnership. Il continue d'y avoir beaucoup de collaboration, et surtout, on a identifié que les deux équipes avaient des intérêts qui sont très liés. Soit les deux réussissent, soit les deux échouent. On peut avoir le meilleur calcul du monde pour tout ce qui est balistique, comprendre exactement ce qui va se passer quand notre projectile est en vol. Si on a calculé la mauvaise vitesse initialement, il y a moyen qu'on finisse en orbite. Donc, on ne peut pas avoir une des deux équipes qui a réussi, qui a atteint son objectif, et l'autre qui a échoué. Non, on a juste complètement échoué notre projet si c'est le cas. Donc ce type de relation ne peut fonctionner que quand les intérêts sont précisément les mêmes. Et de manière générale, on va peut-être essayer de chercher à développer des tests d'interface ensemble, les deux équipes vraiment en pair programming, pour s'assurer qu'on ne va jamais impacter négativement un autre contexte. On va aussi potentiellement adapter notre modèle pour simplifier la vie à l'équipe qui est en face. Et ça, l'éditeur de scène, ils l'ont bien compris. Eux, ça les arrangerait quand même parce que quand ils viennent communiquer avec notre contexte de vitesse initiale, le modèle n'est pas très simple pour eux à manipuler. Ils ont une API pour lui passer des informations qui parfois bug un peu, ou qui a des comportements un peu inattendus sur certains points. Et ils aimeraient bien vraiment que l'équipe qui s'occupe du contexte de calcul de vitesse initiale s'en occupe. Donc ils leur proposent un partenariat aussi. Sauf qu'ils n'ont pas compris quelque chose, c'est que ce n'est pas la priorité. Concrètement, tant qu'on atteint la Lune, si on a une belle interface ou pas, si on a une simulation qui marche super bien quand on vient placer les éléments, a priori, ce n'est pas le problème principal des personnes qui s'occupent de calculer la vitesse initiale. Donc, s'ils ont la bande passante,
ils vont gérer les requêtes qui sont formulées, mais ils ne pourront pas traiter ça comme des demandes. Il faut que l'équipe qui s'occupe de l'éditeur de scène soit parfaitement consciente de ça. Quand ils ont quelques problématiques, peut-être qu'elles seront prises en compte, peut-être pas. Avoir formalisé ça, ça leur permet de ne pas attendre indéfiniment qu'un ticket soit pris en compte, alors que concrètement, on aura terminé de tirer sur la Lune avant que le ticket soit développé. Un autre type de relation, conformiste, quand on vient traiter avec la librairie, on ne va pas s'amuser ici à aller mettre des adapteurs et packager et cacher vraiment tout ce qu'on fait avec les dates. On pourrait, mais nous on choisit de ne pas le faire. Donc on accepte le modèle d'un contexte comme il est. Ça c'est super dangereux. Parce que si notre librairie de gestion de dates a un modèle qui change, on a cassé le modèle de nos core domain. C'est dangereux, c'est pas proscrit pour autant. Il faut juste qu'on identifie ce risque, et on l'identifie quand on formalise en tant que conformiste, pour qu'on sache un peu qu'on doit éviter de mettre à jour cette librairie n'importe comment. Finalement, la dernière relation qui va nous intéresser ici, c'est la relation avec l'observatoire de Cambridge. Eux, ils parlent carrément d'objets célestes, ils tracent la Lune par rapport à sa position dans le système solaire. Nous, on se fiche complètement de ça, on veut juste avoir sa position dans le ciel. Donc on va essayer d'éviter d'avoir ce système de traçage de position en fait, qui vient contaminer notre contexte balistique. Donc on va placer une ACL, une Anti-Corruption Layer, qui va nous protéger vraiment contre la contamination, qui va traduire entre ces deux modèles. Finalement, maintenant qu'on a un petit peu défini toutes nos relations, qu'on sait globalement qu'est-ce qui va tourner, il faut qu'on fasse très attention à la loi de Conway. C'est une loi qui nous dit que les organisations produisent des systèmes qui reflètent leur structure de communication. Vous pouvez avoir la meilleure carte du monde, si votre organisation ne vous permet pas de travailler avec ça, ça ne fonctionnera juste pas. Je ne vais pas vous expliquer comment rentrer vraiment dans les détails ou vraiment pouvoir mettre ça sous contrôle, parce que ça prendrait un talk entier. Et ça tombe très bien d'ailleurs, parce que j'ai mon collègue Julien Topsu qui vient d'en faire un à la Flocon, donc je vous encourage vraiment à aller voir son talk sur la loi de Conway. À ce stade, on a une vision assez générale. On sait quelles sont nos priorités. On a réduit au maximum la portée de nos contextes cœur, de nos core domain. On sait quelles relations on doit implémenter, dans quelle mesure ça va venir impacter nos modèles. Et du coup, surtout, on connaît la finalité, la raison pour laquelle on a construit chaque sous-système. On est conscient des problèmes qu'on essaie de résoudre. Donc quand on va venir prendre nos outils, nos patterns tactiques et les appliquer, à ce stade, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple de comprendre quand on utilise l'un et pourquoi et comment. Donc en résumé, commencez par le design stratégique. Arrêtez de vous casser les dents sur les patterns tactiques si vous ne comprenez pas pourquoi on les utilise. Je l'ai fait, je l'ai beaucoup trop fait. Le langage, c'est le modèle. Vraiment, c'est très important de comprendre qu'il faut faire très attention à la manière dont on parle, parce que c'est la manière dont on va coder. Et de faire vraiment très attention dans toutes les communications. Et finalement, le découpage en bandit de contexte dépend des besoins métiers. Ce n'est pas un découpage gravé dans la roche, les besoins évoluent, le découpage change. Il ne faut pas hésiter à itérer sur les choix que vous avez faits, de la même manière que vous allez refactor le modèle qui est inclus dans chaque bandit de contexte. N'hésitez pas à itérer sur les choix stratégiques, à fusionner les bandits de contexte, à les diviser, etc. Donc continuez à refactor vers une meilleure compréhension. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour l'élaboration de ce talk. Si vous avez des questions, du feedback, je serai à l'extérieur. N'hésitez pas à venir me les poser directement. Merci.